Bonjour à tous, merci d'avoir bravé les éléments, la circulation, le métro toutes ces choses qui font qu'on est un tout petit peu en retard. Alors juste deux mots. D'abord, c'est une réunion Entrepreneurs Avenir France. Alors, Entrepreneurs Avenir France, c'est quoi? C'est un think tank qui, comme son nom l'indique, est composé d'entrepreneurs de la société civile qui cherche des solutions pragmatiques et apartisanes à tous les problèmes de la France. D'où le nom Entrepreneurs Avenir France. Ça fait 2 ans qu'on existe. On a déjà commis des conférences sur 2 sujets. Le premier, la souveraineté numérique. On se demandait comment éviter que les GAFA nous boulotent 30 milliards d'euros tous les ans directement en Irlande. Et puis voilà. Et un second sur la souveraineté écologique. On se demandait comment éviter que 50 milliards chaque année de pétrodollars, de gaz au rouble et de charbon-marque sortent de France de la même façon. Donc ça, ce sont des problèmes très concrets et apartisans qui font que notre commerce extérieur n'est pas ce qu'il devrait être et que notre indépendance et notre souveraineté n'est pas non plus ce qu'elle devrait être. Alors aujourd'hui, on avait prévu de faire une conférence un tout petit peu plus politique puisqu'on est à mi-mandat du gouvernement actuel. Et puis en fait, on a changé d'avis et je voulais vous prendre 2 minutes pour vous expliquer pourquoi. Dans les activités d'un think tank, il y a des choses un peu réparbatives, comme par exemple s'occuper des finances publiques. Et en fait, on a commencé ce travail sur les finances publiques avec cette société civile qui est également représentée aujourd'hui. On a commencé ce travail et on a découvert des choses qu'on n'aurait pas dû découvrir, mais on les a découvertes quand même. On s'est rendu compte, par exemple, que la natalité en France s'effondre. On a perdu, depuis l'élection de François Hollande, à peu près 1 300 000 enfants par rapport à la période précédente. Alors c'est bien évident que pour la consommation et le financement de nos régimes sociaux, c'est pas terrible. Ensuite, je me suis également aperçu qu'il y avait 2 fois plus de personnes de 72 ans que de personnes de 73 ans, ce qui signifie que les classes pleines du baby-boom arrivent à l'âge de la dépendance, voire pire. Je vois pas par quel miracle on va doubler les places en EHPAD dans les 5 ans qui viennent, et de toute façon, je vois pas comment est-ce qu'on va les financer non plus. Donc je pense qu'on va au-devant d'un certain nombre de problèmes qui vont être dramatiques. Alors dans le cas des enfants, c'est facile. On a décidé de dédoubler les classes. Comme ça se voit pas trop qu'il y a moins d'enfants. Dans le cas des retraités, je crains qu'on ait l'intention de les dédoublonner, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis pas sûr que ça se passe très très bien. Troisième sujet, on a décidé de se débarrasser du moteur thermique d'ici 2040. Il y a 50 millions de personnes qui en vivent en Europe. Quelque chose comme 5 millions en France. Je ne sais pas comment ça va se passer. Disons que la taxe carbone qui a causé le mouvement des Gilets jaunes l'année dernière, à côté, c'est petit. Alors, je ne sais pas trop comment on va s'en dépatouiller. Bref, on s'est rendu compte que tout ça, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement actuel, et c'est vraiment des gros problèmes dont on voulait parler aujourd'hui, d'une part. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que le Liban est en faillite. Il y a eu un coup d'État en Équateur, en Bolivie c'est pas tellement mieux, l'Argentine est en faillite, la Syrie c'est pas génial, la Libye non plus, l'Irak non plus, je crois qu'en Iran il se passe des trucs. En Russie, suite à l'intervention en Ukraine, le PIB a énormément souffert. Donc il y a un problème qui est général et qui n'est pas spécifique au gouvernement actuel. Et donc, ça aurait semblé un peu petit de ne s'intéresser qu'à lui. Et puis, enfin, il y a une dernière chose qui, moi, m'a interrogé, c'est que nous, on a un gouvernement dirigé par Emmanuel Macron, mais il y a aussi Donald Trump aux États-Unis, il y a Vladimir Poutine, il y a Xi Jinping, il y a tout un tas de gens, et tous ces gens, ils mènent, d'un point de vue financier, c'est ce par quoi on va commencer, un peu la même politique, c'est-à-dire qu'ils impriment de l'argent, et puis ils font de la dette, et encore de la dette. Et quand tout le monde fait la même chose, on finit par se demander si ceux qui nous gouvernent ont fondamentalement tort, ou si tout le monde est idiot, ou s'il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Donc c'est pour ça que face à toutes ces crises qui nous menacent, crise financière, c'est à peu près accepté, crise démocratique, on en a une, et il y en a un peu partout dans le monde, crise des médias et du lien social qui
sera également un sujet aujourd'hui. Je pense que c'était un meilleur sujet pour la conférence d'aujourd'hui. Moi, j'avais démarré ma carrière avec la fin de l'histoire de Fukushima et j'ai l'impression qu'on est plutôt en train d'écrire l'histoire de la fin, si vous voulez, quelque part. Alors, on va commencer par les aspects de crise financière. Alors, on a avec nous Olivier Delamarche, qui est quelqu'un qui a travaillé une bonne partie de sa vie dans la finance et qui fait partie des éconoclastes, qui sont, on va dire, des économistes hétérodoxes. Il en dira peut-être un mot. Et à qui je souhaitais poser une question très simple. Est-ce que la crise financière qu'on nous promet est évitable? Et si elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire à court et à moyen terme pour limiter ses conséquences? Et alors, juste histoire d'être un petit peu contrariant, je vais lui opposer ce que disent certains orthodoxes. Vous avez Donald Trump qui, encore hier, a tweeté pour dire que les marchés avaient pris 27% rien qu'en 2019. Donc, en gros, tout va bien. Il paraît qu'il y a une Silicon Valley au Portugal. Il y a tellement peu de développeurs disponibles au Portugal qu'on les importe de France. Il paraît qu'il y a un certain nombre de pays qui vont mieux. Alors, est-ce que vraiment ça va mieux? Il paraît qu'il y a moins de chômage en France, qu'on est proche du plein emploi en Allemagne. Alors, crise ou pas crise? Et surtout, que faire? Parce que nous, les entrepreneurs, on est pragmatiques, on veut des solutions. À vous. Bonjour. Alors, je vais répondre très vite à une des remarques qui est celle du tweet de Donald Trump à propos de la hausse des marchés. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas d'animal de compagnie, que ça n'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que les marchés financiers vont bien que l'économie réelle va bien. Et donc, ça se saurait si le marché boursier était un reflet exact de la situation macroéconomique, ni même micro d'ailleurs. Aux États-Unis, pourquoi est-ce que les marchés montent? Pourquoi est-ce que les marchés montent d'ailleurs partout dans le monde? Parce qu'on injecte des liquidités. Alors on les injecte par différentes manières. La manière chinoise n'est pas la manière américaine ni la manière européenne, mais le fait est que quand vous regardez sur le long terme le bilan de la Fed et le marché boursier, le Standard & Poor's, vous avez deux courbes qui sont parfaitement identiques. Ça veut dire que tant que le bilan de la Fed gonfle, les marchés montent. Quand le bilan de la Fed se stabilise, les marchés se stabilisent aussi. Et quand vous avez Pardon ? Quand vous avez la banque qui essaie de restreindre son bilan, à ce moment-là, les marchés reculent. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est rentré dans un système dont on ne peut pas sortir, qui est un système d'ailleurs que vous retrouvez aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ou même qu'au Japon, un excellent laboratoire pour savoir ce qui nous attend, laboratoire démographique, laboratoire économique et laboratoire financier. Qu'est-ce qui se passe au Japon depuis 30 ans? Ils n'ont plus de croissance. Prenez le PIB d'il y a 30 ans, prenez le PIB d'aujourd'hui, et il n'a pas bougé. Il est passé vers le bas, mais il est à peine remonté, et aujourd'hui, on n'est pas plus haut qu'il y a 30 ans. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, depuis, ils ont creusé leur endettement. On est aujourd'hui à 250% de dette. Vous avez 7 à 10% de déficit budgétaire par an. Tout ça pour avoir une croissance nulle. Avec un pays qui vieillit, et qui vieillit de façon ahurissante. Ils sont aujourd'hui 126 millions. Ils seront en 2060 moins de 90 millions. Donc ils auront perdu un tiers de leur population.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un changement de modèle, on n'est pas dans une crise, qu'il va bien falloir se le mettre dans la tête. Alors évidemment, c'est un peu difficile à faire rentrer dans la tête de nos dirigeants qui ont une vue à 5 ans. Et là, vous commencez à leur parler de ce qui va se passer en 2030. Alors, pensez bien qu'ils s'en fichent complètement et qu'ils sont incapables d'adresser ce genre de choses. Mais c'est quand même le problème principal. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que vous soyez japonais, que vous soyez allemand, que vous soyez français, il y a une constante. C'est qu'à 75 ans, vous consommez moins qu'un type de 45. C'est comme ça. Tout simplement parce que vous n'avez déjà pas les mêmes revenus et que vous avez un pic de revenus entre 45 et 55, en gros, et que vous consommez moins parce que c'est pas là que vous allez acheter un appartement, c'est pas là que... bon, c'est pas moi qui le dis, c'est des stats, ça a été fait dans tous les pays, et on sait que, a priori, quelqu'un de 75 ans dépense, et pas une petite baisse, dépense 50% de moins que ce qu'il a dépensé quand il était au pic de ses revenus, c'est-à-dire entre 45 et 55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que ça pèse sur votre croissance espérée, sur votre croissance potentielle dans tous les pays. Parce que ce vieillissement de la population, ce n'est pas uniquement le Japon. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est la Chine, parce qu'avec leur politique d'enfant unique pendant des années, ils peuvent s'y mettre maintenant, hein, dès aujourd'hui, mais ça ne changera pas grand-chose sur les 20 ans à venir. Et donc, la Chine, vous n'avez qu'un continent qui va croître d'ici 2050, c'est l'Afrique. L'Afrique, ils vont prendre 1 milliard de plus de personnes. Ce qui va poser quelques questions. D'accord? Première question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est pas pour ça qu'ils vont s'enrichir. S'ils ne changent pas de modèle, ils ne s'enrichiront pas. Donc ça va, au contraire, augmenter la pauvreté. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'a priori, les phénomènes migratoires qu'on a aujourd'hui vont être une blague à côté de ceux qu'on va avoir demain. Ensuite, je vous ai dit que ça pesait sur la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance qu'on peut espérer aujourd'hui dans les pays occidentaux, et notamment en Europe, hein, en gros, elle traîne entre -1 et +1. Ça ne fait pas rêver. C'est pas brillant. Et que tout ce vieillissement de la population va aboutir à quelque chose, c'est un changement dans les modes de consommation. Alors vous connaissez la blague, mais qui n'en est pas une malheureusement, mais c'est qu'aujourd'hui, au Japon, on vend plus de couches pour les vieux que de couches pour les bébés. Bon, alors ça fait un changement de consommation. Si vous voulez vous lancer au Japon dans la vente de couches pour bébés, c'est pas intelligent. Donc, ça change les modes de consommation et ça pose un vrai problème qui est, dont on parle en ce moment, qui est le problème des retraites et qui ne se réglera pas avec repousser gentiment de 2 ans l'âge de la retraite. Parce qu'on est loin, mais très très loin du compte. Alors je disais, juste avant cette conférence, je disais, on vous sort toujours aujourd'hui le chiffre d'1,7% en termes de dépendance en France. C'est-à-dire qu'il y aurait 17 actifs pour 10 dépendants. Okay? Malheureusement, c'est faux. Alors c'est encore une présentation, on va dire, erronée des choses, ou légèrement... C'est que, en fait, quand on vous dit ça, on prend les classes d'âge. C'est-à-dire qu'on dit la classe qui cotise, la classe d'âge qui cotise, c'est 20-65. Et puis tout ce qui est avant 20 ans dépend, c'est des gamins,
Et puis, tout ce qui est après 65 ans dépend aussi. Alors, quand vous faites ça sur les classes d'âge, c'est très bien, mais vous ne comptez pas le chômage. Or, là aussi, les chiffres sont un petit peu arrangés. Alors, j'ai vu que M. Macron se réjouissait d'avoir une petite baisse du chômage sur les derniers mois. Là, il s'est pris 10 000 dans la tête. Mais, alors, c'est exactement comme aux États-Unis, si vous voulez. Ceux qui rêvent du plein emploi aux États-Unis, ça n'est qu'un rêve. Vous êtes loin du compte, vous n'êtes pas à 3,6%, vous êtes autour de 18 à 20% en réalité. Alors je ne vais pas me lancer dans des explications parce que je l'ai fait à peu près 150 fois dans des vidéos précédentes où je vous explique comment ça fonctionne et surtout comment c'est calculé. Ce que j'adore, c'est que vous avez des gens qui passent leur temps à la télé à déblatérer sur les chiffres du chômage américain et qui ne savent jamais comment c'est calculé, comment ils sont fabriqués, ces chiffres. Mais c'est assez amusant. Quand vous vous plongez dedans, c'est assez rigolo. Et puis, ça ne parle jamais non plus de la qualité des boulots. La qualité des boulots, la réalité, c'est que depuis 2008, ils ont tous perdu leur boulot à plein temps et qu'il n'y a que des boulots à temps partiel qui ont été recréés. Mais bon, amusons-nous à croire que tout va bien aux États-Unis. Et donc, vous avez ce décote qu'il faut faire de la classe d'âge 20-65, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage. Et en France, vous êtes aux alentours de 22% réels, c'est-à-dire de gens qui ne travaillent pas, de gens qui sont sortis des statistiques et des gens qui travaillent tellement peu qu'on ne peut pas dire que ce soit eux qui tirent. Alors là, vous tombez à 1,30, c'est-à-dire 13 actifs pour 10 dépendants. Et la situation n'est pas du tout la même. Ça veut dire qu'en 2030 c'est demain, hein, c'est dans 10 ans, c'est vraiment demain. Donc il faudrait s'en préoccuper maintenant. Je sais que M. Macron a autre chose à faire, mais ça serait intéressant de s'en occuper maintenant. Donc 2030, c'est demain. Et qu'est-ce qui va se passer demain ? Eh bien, il va se passer qu'on va arriver à 1. Donc, vous aurez tous, enfin tous ceux qui sont dans cette classe d'âge qui travaillent, vous aurez votre dépendant, à vous, rien que pour vous. Et là, ça va poser des problèmes quand même. Ça va être compliqué à gérer. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rigoler leur réforme, parce que c'est une politique des petits pas, où on passe de 62 à 63, de 63 à 64. Mais en fait, on n'adresse pas le problème. Et le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. Le problème, en gros, ce qui va se passer si on n'y réfléchit pas avant et si on laisse les choses courir comme ça, c'est qu'on va se retrouver dans le cas américain où on va être à 20% des retraités. Là, aujourd'hui, on est à 2,8, hein, donc on a de la marge. On va se retrouver avec 20% des retraités qui vont être obligés d'avoir 2 ou 3 petits boulots à côté de leur retraite pour vivre, pour survivre. D'accord ? Et puis, deuxième chose, qu'ils vont être obligés de vendre leurs actifs. Et les actifs des retraités, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'immobilier. Vous pouvez faire aussi une croix sur l'immobilier à long terme. Donc voilà, alors la crise, est-ce qu'elle va venir ? Ben non, elle ne va pas venir, en fait, la crise. Soyez tranquilles, les banques centrales sont là, Madame Lagarde est là, ça va être fabuleux, ce qui va se passer. En gros, vous êtes dans un système aujourd'hui qui n'est basé que sur la dette. C'est-à-dire qu'on a lâché les chevaux. On a lâché les chevaux, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Quand vous êtes surendetté, vous, ou quand votre entreprise est surendettée, qu'est-ce que vous faites ? Vous coupez des charges. Vous réduisez votre train de vie. D'accord ? Mais c'est pas drôle de réduire son train de vie. Donc l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas du tout envie de réduire son train de vie. D'accord ? Je ne parle pas du train de vie des services publics, hôpitaux et compagnie. Hein. Je parle du train de vie
de la vaisselle de M. Macron, de ses copains payés hors de prix, des commissions Théodule payées hors de prix aussi, etc. Et des investissements foireux dans les éoliennes et compagnie qui coûtent des milliards et qui servent à rien. Donc voilà, bon, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de sujets avant d'aller toucher aux hôpitaux qu'il faudrait revoir. Et donc ce système de dette, il est général. En Chine, il y a une croissance de la dette qui est phénoménale, avec évidemment beaucoup de dettes pourries là-dedans. Parce qu'ils construisent des villes fantômes. Une fois que vous avez construit la ville fantôme, alors ça vous a donné l'illusion d'avoir un peu de croissance, puisque vous les avez payés, les gugus, pendant qu'ils montaient les immeubles. Seulement, comme vous ne les vendez pas, les immeubles, comme il n'y a personne dedans, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez une ville fantôme, et donc les promoteurs qui ont monté cette ville, ils ont des créances à la banque qui sont irrecouvrables. Donc on a un gros pépin bancaire en Chine à avoir. Ils ont investi comme jamais. Même les Japonais, au temps, vous savez, en 90, quand on disait que les Japonais bétonnaient le fond des rivières tellement ils ne savaient plus quoi foutre de leur fric, eh bien, en Chine, c'est le double. En termes d'investissement par rapport au PIB, c'est le double. On n'a jamais vu ça. Jamais, nulle part. Donc, vous avez la Chine, vous avez le Japon. Alors, le Japon, ce qui se passe, c'est assez rigolo, c'est qu'on voit périodiquement M. Kuroda arriver à la télé. M. Kuroda, c'est le patron de la BOJ, la Banque du Japon, arriver à la télé en nous disant, en nous expliquant que ça y est, il a compris, les quantitative easing, ça ne marche pas, donc il va arrêter d'acheter l'ensemble des actions, des obligations et tout qui sortent sur le marché japonais. Parce qu'il faut savoir qu'il achète 70% du marché japonais. Et donc, il vient périodiquement à la télé, l'air rigolard, en disant bon, on va arrêter, on va freiner quand même les achats, etc., parce qu'il faut normaliser le bilan de la Banque du Japon et tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, les taux se tendent. Les taux à 10 ans se tendent au Japon, repassent en territoire positif. Et alors là, vous voyez une deuxième fois M. Kuroda arriver à la télé en disant « Je pense qu'on s'est mal compris, ou j'avais passé une très mauvaise soirée, et bien sûr, je reprends mes achats à tour de bras, parce que il n'est absolument pas question que ces taux remontent. » Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer partout. Alors, on en a rigolé à un moment, mais... Moi, on m'a expliqué pendant très longtemps, pendant 10 ans, qu'on n'était pas le Japon, que c'était spécial, le Japon, etc. Sauf que les États-Unis font la même chose, et sauf que M. Draghi fait la même chose. Alors, je finis par me poser quand même des questions. Je vous rappelle que M. Powell, le patron de la Fed, en fin d'année dernière, fin d'année 2018, en octobre, il nous expliquait doctement que les taux, l'objectif de taux était de 3,5%, et qu'il allait normaliser son bilan, et qu'il allait donc revendre des obligations qu'il avait, normaliser son bilan, arrêter avec une politique de taux accommodante, monter ses taux d'intérêt jusqu'à 3,5% objectif. Et puis 2 mois plus tard, ça va tellement bien aux États-Unis que M. Powell retourne sa veste et dit « on baisse les taux, on lance le QE, et il n'est pas question de normaliser le bilan. » À la japonaise. Bon. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, dans les mois qui ont suivi. M. Draghi aussi se posait des questions. Et puis il ne s'en pose plus maintenant. Hein. C'est porte ouverte. Le bar est ouvert. Donc, tout le monde se précipite au bar. Et pourquoi ça va durer ? Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à un certain moment, à un certain niveau de dette, cette dette plombe votre croissance, définitivement, et vous ne pouvez plus vous permettre une hausse des taux. Donc, vous aurez la Banque centrale qui achètera absolument tout ce qu'il faut acheter
on est en pleine japonisation, si vous voulez, achètera absolument tout ce qu'il faut acheter pour maintenir les taux à zéro. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des taux à 2 à 3%, quand on a une dette qui dépasse largement les 100% du PIB. Donc, vous allez avoir ça en permanence, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre baisse des marchés, vous verrez les banques centrales arriver, et qui vous diront, cette absurdité, puisque M. Einstein nous disait qu'il n'y avait que l'univers et la bêtise humaine qui étaient illimités, et qu'il n'en était pas sûr sur l'univers, mais on a eu des preuves sur la bêtise humaine depuis un bon bout de temps, eh bien, M. Draghi nous dira nos limites. Et c'est vrai que finalement, il y a nos limites. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, la Banque centrale européenne a 4 700 milliards à son bilan. Demain, je vous dis, la Banque centrale européenne a 10 000 milliards à son bilan. Comme disait notre ex-président défunt, M. Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je ne suis pas sûr que quelqu'un s'affole dans la salle parce que le bilan de la Banque centrale est à 10 000 milliards d'euros. Or, ça veut dire quoi, 10 000 milliards d'euros? Dans les faits, vous n'avez pas de règle absolue qui vous disent qu'à partir de 10 000 milliards d'euros, c'est la fin du monde. Bon. La seule chose que ça veut dire, c'est que, comme je vous ai dit que vous étiez rentré dans un mouvement qui n'avait pas de fin, qui n'avait pas de retour en arrière possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire tourner la planche à billets autant qu'il faudra pour pouvoir continuer à acheter les marchés. Et ça veut dire quoi? C'est une fuite devant la monnaie, qui veut dire que votre monnaie, à un moment, qui est l'euro, ça sera la monnaie argentine ou la monnaie vénézuélienne, c'est-à-dire que vous aurez de jolies brouettes dans lesquelles vous transporterez votre paquet de billets, à moins que vous fassiez un petit feu avec. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on crée des billets qui n'ont aucune base et que vous en créez dans ces proportions-là, vous avez à un moment ou à un autre une dépréciation de votre argent. Voilà. Alors, ne croyez pas que ce qui se passe en Argentine ou au Venezuela est parce que c'est des pays de sauvages. L'Argentine, ce n'était pas un pays de sauvages. Et pourtant, ça lui est arrivé. Donc, vous aurez exactement la même chose en Europe. Donc, essayez d'anticiper, parce que je pense que ça va faire mal sur certains patrimoines.